Allô? Hello? Oui. Allô, bonjour. Ah, c'est toi, bonjour. Et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher les téléphones et décrocher les livres des bibliothèques. Et pardon, Anna, je t'ai pris ta phrase. Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tout le monde pour cette 27e émission. Alhamdoulilah. Donc, à Livre ouvert, c'est une émission littéraire qui a pour but de vous reconnecter à la lecture, à l'amour des mots et aussi de vous faire découvrir des autrices peu connues. Voilà, voilà le Mhm, principe. Ça, j'espère exactement. que tu vas. Bah, un peu malade, hein, mais j'essaye de tenir. Très difficile. Alhamdoulilah. Merci, alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit rappel. Il faut juste que je le trouve. Mais c'est une période un peu compliquée. J'ai remarqué autour de moi, il y a beaucoup de personnes malades en ce moment. Ça a été mon cas aussi, la famille, les amis, enfin ouais, alhamdoulilah. En même temps, c'est un bon rappel parce que quand tu vas mieux, tu te dis, mais vraiment, sans la santé, on peut absolument rien faire, subhanallah. Oui, et alors, petite parenthèse de santé, puisqu'on y est, Ouais, le mois de février, en médecine chinoise, c'est un mois excellent pour purifier son foie, ok. sachant que le foie, c'est un peu l'usine du corps par où transitent toutes les toxines, etc. Donc voilà, en tout cas, en février, là, c'est intéressant. En pharmacie, il y a plein de gélules différentes ou des ampoules par rapport à la détoxification du foie. Et il y a bien sûr aussi la hijama, donc la ventousothérapie, qui permet vraiment de libérer tout ce qui a été stocké comme ça pendant l'hiver. Ok. En plus, juste avant le ramadan, ce serait parfait, effectivement. Alhamdoulilah. Voilà, moi j'ai rencontré ça. Ben, merci pour ton petit rappel par rapport à ça. Alors, moi, je voulais commencer du coup l'émission en nous partageant, enfin, oui, en vous partageant et en nous partageant à nous aussi, quelques petites anecdotes de lecture, enfin, comment dire, de façon d'écrire des grands écrivains. Parce que c'est vrai qu'en fait, en général, on est un petit peu souvent dans une idéalisation. Juste après, Fazia, juste quand on a terminé, la petite présentation, on te fait monter, Inch'Allah. On est souvent dans une idéalisation un peu des grands écrivains en disant oui, mais regarde, lui, c'est sûr, il doit être en train d'écrire toute la journée, il doit avoir une routine de fou. Et en vérité, non. En fait, c'est drôle de voir qu'on a tous un peu nos petites manies et nos petites habitudes d'écriture. Donc, je voulais vous partager déjà à propos d'Ernest Hemingway. Je ne sais pas si vous connaissez Hemingway, c'est connu normalement. Ouais, Oui. c'est un célèbre auteur américain qui a écrit entre autres Le vieil homme et la mer, etc. Et en fait, lui, il avait une méthode très particulière pour écrire, c'est-à-dire qu'il écrivait debout sur sa machine à écrire. Et en fait, il se forçait à rester debout pour justement rester concentré et énergique et dynamique, en fait. Et il aimait aussi terminer chaque journée d'écriture en laissant une phrase inachevée pour reprendre plus facilement le lendemain. Et ça, j'avoue, c'est un tip, ce que je vous partage aussi, c'est que ce que je fais quand je fais une séance d'écriture, vu que je ne sais pas si le lendemain je vais reprendre, parce qu'on a des vies bien chargées, je laisse une petite phrase en suspens. Et puis comme ça, quand je reprends, bah, j'écris à partir de cette phrase. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler de J.K. Rowling. Elle aussi, elle a ses petits tips. En fait, il faut savoir que, mais je pense que vous savez, c'est connu, elle a commencé à écrire les premiers livres d'Harry Potter dans un café. Donc, limite un PMU, quoi, avec son bébé à côté. Subhanallah. Et maintenant, elle est je sais pas, milliardaire peut-être. Elle est connue et reconnue dans tout le monde entier. Et je trouve que c'est assez révélateur et ça démonte un peu le mythe du romancier, tu sais, isolé dans son immense tour d'ivoire, avec des idées plein la tête, qui fait que écrire de 8h à 17h. On est humain, c'est tout bonnement impossible en fait. On a tous des rythmes et il faut le comprendre et ne pas culpabiliser. Et ensuite, je vous laisserai sur ça. Je vais aussi parler de Ray Bradbury, donc qui est l'écrivain de Fahrenheit 451, Anna, que tu m'as prêté, que tu as beaucoup aimé, machallah. Et lui aussi, comment dire, il a commencé à écrire à 12 ans et il a été si passionné qu'en fait il s'est rendu à la bibliothèque chaque jour afin de lire et d'écrire, machallah. Et il a fini par écrire son célèbre chef-d'œuvre Fahrenheit 451 sur la censure et l'importance de la lecture dans nos sociétés et de façon générale pour l'émancipation de la pensée et l'esprit critique. Donc ce petit rappel très bref, il nous rappelle que à quel point chacun de nous, dans sa qualité d'écrivain, il a ses propres façons de faire, qu'elles semblent farfelues ou non, pardon, et donc, il ne sert à rien de culpabiliser ou de se sentir en concurrence par rapport aux autres parce qu'au final, on est tous uniques dans nos façons de faire et ce qui convient à une personne ne conviendra pas à une autre. Toi, par exemple, je sais que tu travailles un peu des fois sur l'urgence. Moi, j'aime bien travailler bien avant. Tu vois, en fait, on a chacun nos façons de faire. Et quand on essaie de s'adapter à celles des autres, ça n'ira pas parce que c'est pas nos façons de faire, en fait. Donc, il faut aussi accepter comment on est. Voilà, tout simplement. Voilà pour moi. Oui. Alhamdoulilah. Merci beaucoup.
Moi, par rapport au thème du livre que nous allons voir tout à l'heure, En quête de paix, ça m'a fait penser à la quête de Salman el-Farisi, Salman le Perse. Ouais. Donc, je vais en faire un résumé. Donc, c'était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père était zoroastrien, donc adorateur du feu. Et il était donc Salman en quête de vérité. Il n'aimait pas la religion de son père et malgré les punitions qu'il lui infligeait, il était très très curieux. Donc un jour, il est passé près d'une église et il a demandé aux pratiquants de l'église ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont répondu en fait que c'est ce que leur religion leur commandait, à savoir d'adorer Dieu. Et à ce moment-là, Salman fut intéressé par le christianisme. Il commençait à discuter, il a suivi un moine, en fait, les enseignements d'un moine. Et quand son père le découvrit, il enferma son fils pour l'obliger à rester sur sa religion de base, comme les ancêtres l'avaient pratiqué. C'est très souvent mentionné dans le Coran, le fait de suivre les ancêtres sans vouloir de nous-mêmes aller chercher la vérité. Il a réussi cet enchaînement. Il est parti en Syrie où il a suivi, donc c'est là qu'il a suivi un moine et les enseignements du moine. Ensuite, donc je passe quelques passages. Donc, ok. Oui, et donc depuis ce moine-là, il a appris qu'après donc Jésus, il allait avoir un dernier prophète qui allait faire revivre la religion d'Abraham. Donc il a eu les signes en fait de la prophétie pour pouvoir le reconnaître. Voilà, et toujours aller plus loin. Il est parti au Hijaz, en Arabie. Là, il fut capturé, vendu en esclavage et emmené à Médine. Et c'est là, alors qu'il a récolté les dates pour un propriétaire, c'est là qu'il vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, c'est le signe de la prophétie que le moine lui avait enseigné. Il s'est donc converti à l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a libéré. Et voilà, attendez, je passe quelques passages. Je passe quelques passages. Ok. Ali, le gendre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, surnomma Salman Luqman le sage, parce qu'il a vraiment fait une péripétie, une recherche de vérité. Il est mort durant le règne du calife Othman, et il est anti-Irak. D'ailleurs, il vient de l'Irak, hein. Parce que c'est le Perse. Oui, c'est ça. C'est un Perse, ouais, Al-Farisi. Le de Salman, situé à quelques kilomètres de Bagdad, porte son nom. Voilà, je trouvais que c'était un beau parallèle par rapport à l'histoire que nous allons voir ensuite. Oui, et c'est souvent une histoire qu'on reprend, l'histoire de Salman el-Farisi. Je la trouve très belle, elle est très touchante, machallah. On va enchaîner en présentant du coup brièvement Fazia Kali, avant de la faire monter bien sûr. Donc Fazia Kali qui va monter tout à l'heure sur le live, et c'est une juriste linguiste de formation. Merci Atek. C'est une juriste linguiste de formation. Après quelques années à enseigner l'anglais, elle s'est tournée vers l'écriture en 2020 et maintenant elle est autrice depuis 2021, donc depuis bientôt 4 ans. Elle a écrit 4 ouvrages, dont 3 romans et un recueil. Et puis aujourd'hui, on va parler de son roman En quête de paix, celui-ci. Donc voilà, je pense, Anna, qu'on peut faire monter notre autrice, Inch'Allah. Oui. Alors, on va te découvrir Fazia Kali. Donc, je vous montre la couverture avant que l'autrice monte. En quête de paix, une très très jolie couverture pour un très joli roman. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bienvenue, Fazia, sur notre émission à livre ouvert. Merci. Merci de m'avoir invitée. Moi aussi, je suis malade pour info. La team des 3 malades, ça va être une émission d'enfer. Ouais, exactement. On est là, bon, et là, on peut s'auto-féliciter quand même. Oui. Franchement, on est fort. On a fait l'effort, alhamdoulilah. Vraiment, ouais. Écoute, bienvenue sur l'émission. Donc du coup, j'espère qu'on t'a présenté, c'était assez bref, mais j'espère que ça a été quand même. Mais de toute façon, tu es là pour nous en dire plus sur toi. Donc on peut commencer avec la première question, si tu es prête. Oui. Qui est, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, depuis combien de temps est-ce que tu écris? Est-ce que ça a toujours été quelque chose d'inné? Est-ce que, voilà, dis-nous un petit peu, depuis combien de temps, toi, tu es tombée dans l'écriture? Alors, c'est vrai que c'est une
question qui revient souvent, c'est est-ce que c'était une vocation ou pas? C'est vrai que moi, là-bas, j'ai suivi des études un petit peu différentes. Je voulais pas forcément être écrivaine. C'est vrai que j'ai toujours aimé la lecture depuis ma tendre enfance. Donc, j'ai été baignée un petit peu dans les livres. Je passais voilà mes journées à la bibliothèque étant enfant. Après, par la suite, donc, j'ai suivi des études, comme je vous l'ai dit, de droit et de langue. Donc, moi, vraiment, ma spécialité, c'est plus voilà, le droit et tout ce qui est traduction, anglais, etc. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire tardivement, donc vraiment plus tard parce que j'en ai ressenti le besoin. C'est vraiment parti d'un besoin. Donc, à partir de 2020, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'écriture intuitive, basée sur l'inspiration, etc. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais fait de la rédaction, etc. J'ai aussi travaillé dans la rédaction, mais là, c'était vraiment l'écriture intuitive. On va dire, ça a commencé il y a 4-5 ans, à peu près. Donc, si je comprends, l'envie d'écrire, ça a été un besoin. Donc, par exemple, on va dire comme une mission ou un rêve qui était là depuis longtemps, c'est ça? Ou bien un besoin un peu thérapeutique, c'est-à-dire besoin de se raconter, ou les deux? Je dirais peut-être les deux. En fait, c'est parti d'une frustration. Ça veut dire que moi, autour de moi, je voyais un peu ce qui se disait sur l'islam, etc. Et en fait, ça me frustrait énormément. Et en fait, j'ai eu envie en fait de parler de moi, mon ressenti en tant que musulmane. Et en fait, j'avais pas forcément envie de partir sur un roman, mais je savais que j'avais envie d'écrire quelque chose justement qui allait à l'encontre un peu de tout ce qui pouvait se dire. Donc c'est vraiment parti de cette idée-là et ça s'est fait progressivement. Ok. D'accord. Si c'est bon, non, c'est pas indiscret d'ailleurs. Combien de temps, en combien de temps tu as écrit ce livre-là, Alors, ce roman? Enquête de paix, j'ai commencé en 2020, donc janvier 2020, je me rappelle. Puis ensuite, il y a eu le confinement. Du coup, j'ai arrêté d'écrire à ce moment-là parce que voilà, j'avais mon organisation, etc. Donc c'était un peu compliqué et j'avais repris plus tard, donc en septembre. Et c'est vraiment là où je me suis je me suis fixé une routine d'écriture en écrivant chaque jour un petit peu et jusqu'à le terminer en 2021, enfin on va dire juin, juillet 2021. Ouais, donc plusieurs mois, on va dire. Parce que, en fait, moi, l'écriture, c'est bizarre, mais en fait, ça se passe pas qu'à l'écrit. Ça veut dire que ça se passe aussi un soir, se poursuit en fait un petit peu dans ma tête. Donc, c'est pour ça que c'est un peu. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de. Mais c'est ça, en fait. C'est un cheminement, c'est quelque chose qui mûrit, en fait, dans notre esprit. C'est pas Voilà. simplement je prends mon stylo et ça, j'écris et ça se finit à 20h30 et voilà, après tu continues à y penser, tu vois. C'est rassurant d'ailleurs, alhamdoulilah. Oui. Comme toi, Kerima, tu disais que tu étais un peu triste quand tu avais terminé le tome 2, je crois, ou le tome 1, de laisser tes personnages, parce que quelque part, ils deviennent vivants un petit peu dans votre vie, non? Ouais, vraiment. C'est vraiment, ouais, je trouve aussi, c'est bête à dire, mais on s'attache à eux. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à finir. Là, j'en suis au tome 4. Et j'ai du mal je veux pas arrêter, quoi. J'ai du mal. Je sais pas si Fazia, c'est un peu pareil pour toi, à ce Mais niveau. exactement. Exactement. On a une espèce de nostalgie à la On fin. se fait des amis On est à la virtuels. fois On est à la fois soulagé parce que voilà, Ouais, c'est un c'est travail fini, ça y est. assez laborieux qui se termine, etc. Mais à la fois, on n'a pas envie de quitter nos personnages. Ça fait quelque chose parce qu'ils font un peu partie de nous, un petit peu partie de. Ouais, voilà, ils proviennent de nous, donc forcément, on y est attaché, qu'on le veuille ou non. Ouais, c'est Et, complètement. J'exagère encore, mais un peu comme une relation, un peu comme votre créature, en fait, même si elle est fictive, bien sûr. Parce que moi, j'ai un peu ça avec mes tableaux. Il y a des tableaux, il y en a un ou deux en particulier que je ne veux pas vendre parce que il y a un lien, en fait. Donc, je suppose, parce que moi, j'ai jamais écrit de roman, donc c'est de la poésie, donc je sais pas ce que ça fait, mais voilà, je suppose qu'on lié.
Oui, en fait, c'est vrai que c'est pas la même chose parce que je sais que quand j'ai écrit, par exemple, le recueil et quand j'ai écrit les romans, c'est pas du tout la même approche au niveau de Ouais, l'écriture. Pour un recueil, on va plus puiser à l'intérieur de soi. Enfin, on puise également à l'intérieur de soi pour un roman, mais différemment. Parce qu'en fait, pour le roman, on va vraiment s'imprégner de toute notre expérience, de nos rencontres. Enfin, ouais, on va dire que ça, c'est un peu lié, en fait, les deux, mais je sais pas, l'approche est différente. Je l'ai conçu de manière différente et je pense que vraiment, il y a beaucoup plus d'impact psychologique, je pense, en écrivant, enfin, pour moi, hein, en tout cas de mon expérience, il y a eu beaucoup plus d'impact en écrivant des romans que bah, voilà, en écrivant un recueil. Parce que je me suis sentie beaucoup plus engagée voilà, en écrivant un roman parce qu'il y a plein de messages à véhiculer. mhm. Donc voilà, c'est. Mm. Non, tu l'as Après. écrit. Je vais te laisser. J'ai encore une dernière question. Après, je vais laisser Karima en Oui, poser. oui. Euh, tu parlais donc d'à peu près 9 mois, 10 mois d'écriture. C'était quoi ton rituel et le temps d'écriture un peu consacré par jour Mhm. pour Alors, avoir pour donner des idées aux auditeurs. alors, en fait, moi, quand je commence à écrire au départ, donc le premier jet, en fait, je vais écrire donc sur papier. Déjà, c'est la base. Je peux pas écrire sur ordinateur, c'est Ouais, impossible. Quand je commence l'écriture, ouais, je suis obligée d'écrire avec un stylo, un cahier ou peu importe, une feuille. Et en fait, je me fixe au départ 20 à 30 minutes. J'ai pas envie de me mettre la pression. ouais. Je me dis, là, j'ai envie de parler de ça. Mhm. Donc, je pars d'une idée, voilà, un message que j'ai envie de. Et là, je commence. En fait, j'écris et je me laisse emporter par ma plume. Et donc, je fais ça à peu près, on va dire, je sais pas, 5 fois par semaine. Ensuite, quand j'ai plutôt bien avancé sur mon manuscrit, je le laisse. En fait, je le laisse et je reviens plus tard. Donc, je reviens, on va dire, 1 mois plus tard. Ah ouais. Et à ce moment-là, c'est une toute autre approche. Ça veut dire que je passe du côté jardinière à un peu plus organisé. Là, je vois en fait un petit peu la structure narrative, les incohérences, etc. Et là, forcément, c'est la partie moins glamour parce que si c'est moins basé sur inspiration, là, ça va être beaucoup plus Bah oui, structuré. technique, ouais. Donc, ça demande plus de travail. Là, ça va être 1 heure à 2 heures par jour minimum. Comment tu l'écris sur feuille ou après tu passes quand même à Alors, l'ordinateur? je passe à l'ordinateur à partir de la fin de la première structure, on va dire, enfin, la fin de la la deuxième phase. Donc là, je commence à recopier, enfin à réécrire quoi, un petit peu, voilà, tout ce que j'ai pu noter par écrit. Et voilà, en fait, je fais ça par ordinateur. Mais c'est vrai qu'après, quand je suis bloquée, par exemple, si j'ai des passages qui me bloquent, bah, je repasse au stylo. Et j'ai un peu de mal avec l'ordinateur, Le stylo, vraiment. on Pour dirait moi, que, c'est vraiment ouais. facile. On Mm. dirait que c'est un peu ta fitra, le stylo et l'ordinateur, c'est plus pour finaliser. Mais on dirait que le stylo, il y a un rapport vraiment comme ancré en fait avec la main, quoi, tu vois, on dirait. Non? Ouais, voilà, exactement. Ça se sent, J'ai ouais. l'impression que ça me libère, en fait. Quand je prends un stylo, je me sens beaucoup moins bloquée, beaucoup moins, enfin, beaucoup plus Ouais, libérée, en fait, dans l'écriture. Et Ouais. moi aussi j'aime en trop, phase mais c'est tellement mal que de je passe à l'ordinateur. création. Ah, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, J'ai pas entendu. c'est juste une remarque, je disais juste que moi aussi j'aime beaucoup l'écriture manuscrite, mais j'écris tellement mal que je suis obligée de passer à l'ordinateur parce que je n'arrive pas à me relire. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. D'accord. Juste par rapport à la phase d'inspiration, tu écris d'une traite les chapitres comme ils te viennent, ou c'est des bouts d'histoire ici et là, puis à ta deuxième phase, tu vas mettre un ordre chronologique restructuré en fait. Je suis un peu Alors moi, curieuse. franchement, des fois, c'est aléatoire. Ça peut être des bouts, ça va être un paragraphe par idée. Par exemple, ça peut être un chapitre, je vais faire un paragraphe. Je vais vraiment pas détailler. Moi, je fonctionne comme ça, j'arrive pas à détailler dès le premier jet. Ouais. J'écris vraiment, je sais pas, moi, par exemple, je vais écrire un paragraphe et à la fin, ça va finir en 4 5 pages. Donc, j'ai vraiment, en fait, besoin d'abord de noter, en fait, l'ambiance. Ou alors, je vais noter un dialogue. Je vais noter, voilà, une idée qui fait que je ne perds pas le fil de mon histoire. Mais on va dire qu'il y a il y a un ordre d'idées, quoi. Ça va pas dans tous les sens non plus. Mais, ouais, c'est vrai que c'est un peu spécial, en fait. Je sais pas.
Après, je sais pas toi, Kérimès, si tu fonctionnes comme ça ou pas, mais moi, je sais que j'ai besoin de. En fait, je veux pas qu'il y ait des règles en fait quand j'écris, surtout Ouais, au début, parce que sinon ça me bloque. ouais, c'est pareil pour moi. Mm. Mm. Et est-ce Ben, je te... que, oui, donc la prochaine question qu'on voulait te poser, pour un peu élargir la discussion, est-ce que à part l'écriture, tu as d'autres passions, et est-ce que ces passions peuvent venir nourrir ton écriture ou non? Parce que ça existe ça aussi. Les passions, je dirais que c'est en lien avec les langues. Ouais, Enfin, j'adore l'apprentissage des langues, donc c'est vraiment quelque chose euh, voilà, que j'apprécie, que je fais en dehors, enfin, dans mon temps libre, etc. Et c'est vrai que ça peut se refléter peut-être dans mes livres, parce qu'il y a pas mal, des fois je fais des notes de bas de page et tout ça, j'aime bien introduire des mots étrangers dans mes livres. Donc c'est quelque chose que je fais parce que je pense que c'est dommage en fait de se limiter, d'écrire forcément tout en français, alors qu'il y a des personnages qui vont s'exprimer de telle et telle manière, ouais, avec un dialecte, etc. d'accord. Donc ça, oui, ça peut ressortir dans mes livres. Et toi, t'aimes bien, j'ai remarqué, parce que j'aime aussi énormément, t'aimes énormément la culture turque, j'ai remarqué, et la langue turque. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ouais, je parle. Il y a un personnage Oui, turc. mais le dis pas. C'est un nom Ah, typique en turc, en fait, machallah. oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Machallah. C'est vrai que c'est une culture qui me fascine aussi. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup lu sur cette culture et j'ai appris aussi la langue turque, on va dire, pendant un an et demi. Ouais, Et c'est vraiment quelque chose. Enfin, j'aime vraiment l'ouverture sur voilà, plein d'autres pays et tout ça. Je pense qu'il ne faut pas se limiter. C'est important de voir aussi comment, au sein de la communauté musulmane, il y a tout type de profil et de tout horizon. Donc, c'est vraiment une richesse, quoi. exactement. Mais ça se ressent même dans ton livre, il y a plusieurs personnages de différents univers, on va dire. Enfin, ils ont leur microcosme propre, en fait, Oui, dans le voilà. livre. Alhamdoulilah. Mhm. Et est-ce que tu t'inspires d'auteurs, ou de mouvements littéraires ou d'auteurs, où est-ce que tu as cherché cette inspiration? Je suppose quotidienne déjà, Euh, enfin, ta propre vie. oui, alors c'est vrai qu'on m'a souvent posé la question, est-ce que c'est lié à ta vie personnelle ou alors est-ce que voilà, enfin, tu as des inspirations particulières? C'est vrai que je me suis inspirée en partie de mon vécu, d'accord? Mais je suis pas convertie, hein. Mais en fait, j'ai vécu à Tours, donc forcément, il y a certains éléments qui existent, hein, comme la mosquée Salem, par exemple, etc. Donc il y a des éléments qui sont véridiques. Après, sur l'écriture, j'ai pas d'auteur préféré, j'ai pas, mais j'ai des auteurs dont j'apprécie la plume. Euh, ouais, Comme qui? D'accord. comme j'aime beaucoup Yasmina Khadra, j'aime bien beaucoup son écriture. Ah oui. J'aime beaucoup aussi Khaled Hosseini. Oh là Euh, là, c'est vraiment des classiques, oui, ça. Waouh, oui, machallah. oui, oui, oui. Et après, j'aime bien la simplicité de Coelho parce Ouais, que je trouve qu'avec peu de mots, il arrive à dire beaucoup. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire quand j'écris en général. Je suis pas quelqu'un qui va m'étaler sur plusieurs pages. Je pense qu'avec voilà, en étant laconique, on peut très bien dire beaucoup de choses en peu de mots. Voilà. Donc, j'ai pas d'inspiration, enfin, sur une personne. Je pense que c'est un peu tout. On est influencé, qu'on le veuille ou non, parce que nos lectures nous influencent, notre quotidien. C'est un peu tout. Je pense que c'est un mélange d'écriture, oui, on hein. se C'est rend compte ouais, qu'on est influencé de façon générale. ouais. Et est-ce que tu comptes écrire, parce que tu as écrit donc Enquête de paix, tu as écrit aussi Manal, il me semble. Oui. Donc, Enquête de paix, c'est mon premier roman. Ensuite, en deuxième, il y avait le tome 1 de Manel. Ouais, Ensuite, Parfum d'espoir. Et là, j'ai terminé donc le tome 2 de Manel. ok. Est-ce que Ouais. tu as des projets, si tu n'as pas envie de nous les dire, tu peux, hein, mais est-ce que tu as d'autres projets? Non, pour l'instant, très sincèrement, quand on achève voilà, un projet d'envergure et tout ça, on n'a plus envie de. Enfin, moi, Ouais. personnellement, là, j'ai pas envie de penser à un autre projet. Non. C'est cool. Non, je suis au bout là. Demande est-ce que tu veux d'autres enfants alors que tu es encore à la maternité et tout. Voilà, voilà. C'est exactement ça. Et non. Ah, je te jure. Bah oui, forcément. Bah, c'est quand même un accouchement. Moi, je t'avoue, vous me donnez envie d'écrire un roman. Ah bah c'est Ça me Il y donne en a envie. Ouais. franchement, et moi pour vous dire, en fait, comme je disais au départ,
écrire un roman, c'était inconcevable. Je pouvais écrire un livre parce que je lis beaucoup de livres pratiques, etc., de religieux. Mais c'est vrai qu'un roman, écrire un roman, ça me paraissait juste impossible. Sauf que rien n'est impossible en vérité. Si on a des choses à dire, si Ouais. voilà, on a la forme et le fond, let's go. En plus, le roman, c'est vrai que c'est. Moi aussi, j'avais peur avant, Anna. Vraiment, j'ai écrit à la base 2 recueils de nouvelles. Et le roman, je me disais, mais c'est long, il faut tenir le lecteur en haleine. Tu sais, moi, j'aimais bien avoir la chute vite. Avec les nouvelles, c'était vite. Mais en fait, c'est trop bien. Moi, surtout, Anna, tu te connais un peu. Je pense que tu apprécierais parce que tu te lâches. C'est vraiment une page vierge et tu fais ce que tu veux. Oui. Les poèmes, il y a quand même des contraintes, tu vois. Là, tu écris, moi, j'ai détaillé pendant 3 pages, je m'en fous, c'est mon livre, je fais ce que je veux, je décris comme je veux, je fais ce que c'est trop bien. Tu fais ce que tu veux dedans. Pour le moment, c'est aucune règle. Alhamdoulilah. Exactement. Donc voilà. Je pense que Anna, si tu es OK, on va peut-être passer à la lecture en direct. Oui, j'ai terminé avec les questions. Maintenant, Fazia, s'il y a des choses que tu veux rajouter, des choses que tu as envie de dire sur toi ou ton livre, voilà, qu'on n'aurait pas pensé à te demander, il n'y a pas de souci. Tu peux rajouter des informations pour les futurs lecteurs. Non, juste tout ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, il n'est pas sur les plateformes, il est uniquement disponible sur mon site internet. Donc voilà, c'est normal si vous ne le trouvez pas un peu partout. Avant, c'est vrai qu'il était sur Amazon et tout ça. Bon, je pense le remettre prochainement, Inch'Allah. Mais voilà, enfin, faudra attendre un petit peu. D'accord. Si on veut se le procurer, c'est sur ton site qui s'appelle comment, Fazia Kali. Oui, faziakali.com. On mettra tout en description. De toute façon, on mettra ton site en description sur YouTube et les personnes pourront le trouver facilement, Inch'Allah. Ouais. Inch'Allah. Dans notre rituel d'émission, il y a une partie où on fait une lecture en direct. À chaque fois, Kerima, je pense que c'est jamais arrivé, à chaque fois, l'autrice est étonnée de découvrir j'aime bien appeler sa créature ou sa création, l'objet de sa créativité, Ouais. d'entendre ces mots dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et très souvent, on nous dit, j'ai pas l'impression que c'est moi qui ai écrit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on aime bien cet exercice aussi. D'accord. Et en plus, donc ça permet à l'autrice de se rendre compte de ce qu'elle a écrit, parce que parfois on s'en rend pas forcément compte. Et aussi de donner un avant-goût au lecteur, futur lecteur, du livre. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai choisi, alors j'ai 2 passages, mais comme l'émission, on va vraiment essayer de la cadrer cette fois-ci sur 45 minutes, c'est ça? Ouais. Donc, c'est un peu. comme j'ai 2 passages, j'en prends un seul. Je vais prendre le prologue. Ah oui, ouais. Nous passons tous par un moment de notre vie où les questions fusent et s'usent. On recherche un but, de quoi s'appuyer pour continuer à vivre. Cette quête prend plus son sens lorsque l'on comprend enfin le but de son existence. Chacun a sa version et en vérité, ce n'est pas tant qui a raison qui importe, mais parvenir à obtenir les réponses que l'on cherche. Il y a sans doute des réponses dans les questions que l'on se pose. Encore faut-il y prêter attention. La peur démesurée nous cloisonne. Elle nous empêche d'accéder au monde tel qu'il est réellement. On se prive alors d'une connexion avec l'autre, avec lui. Puis vient la prise de conscience, celle qui libère. La vue éclaircie, on sent alors son cœur battre pour la première fois. J'ai beaucoup aimé parce que effectivement, tant qu'on n'a pas trouvé, on peut se sentir un petit peu dans l'obscurité et puis ensuite vient la révélation. Ouais. Quand on est en quête de paix, oui, c'est ça. Machallah. Alors moi, le passage que j'ai choisi, il est un petit peu plus long, c'est page 162 à 164, la lettre. Non, c'est quand Olivia, elle écrit dans son journal. Et ensuite, on finit avec un poème de Al-Shafi que j'ai trouvé vraiment trop beau. Machallah. Donc, cher journal, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. On passe notre vie dans l'insouciance de ce qui peut nous arriver demain. Mais lorsque la mort frappe un de nos proches, c'est nous qu'elle effleure. Donc c'est après la mort de sa grand-mère, ouais. Voilà 2 semaines, jour pour jour, que j'ai pu voir le visage de Nana pour la dernière fois. J'ai toujours du mal à croire que je ne la reverrai plus. C'est comme si elle avait su ce qui l'attendait. Son châle rouge m'enveloppe comme une étreinte, son odeur aussi. Cela me rassure, me réconforte. Et sa voix, elle résonne encore dans ma tête. J'ai si peur de l'oublier.
d'oublier ces mots qui m'ont tant bercé durant des années. Elle était l'une des seules à m'assister au cours des pires étapes de ma vie. Elle a séché mes larmes avec son baume de tendresse dont elle seule avait le secret. Elle savait me faire sourire quand je préférais dépérir. Elle aimait les autres avant de s'aimer et surtout, elle était celle qu'on adorait chérir. Je pleure et mon cœur pleure aussi. Je garde espoir car j'ai conscience que c'est une épreuve d'Allah et que je dois l'accepter. J'ai reçu beaucoup de soutien ces derniers jours. Ce passage du poème à l'imam Shafi'i m'a particulièrement touchée. Tu quittes déjà ce bas monde sans que tu en sois conscient. Si la nuit te couvre, seras-tu encore au jour montant? D'ailleurs, combien de bien portants sont morts sans mal apparent? Combien de malades, à un moment d'éternité, survécurent pourtant? Combien de jeunes se sont couchés puis réveillés, souriants? Et dans l'invisible, à leur insu, leur linceul se tissant. Quand bien même un homme vivrait 1000 et plus de 2000 ans, un jour ou l'autre, vers la tombe, il ira inéluctablement. Je prends conscience de l'éphémère de mon existence et je décide de lui accorder tout le sens que je lui dois. Désormais, je prépare l'au-delà. J'ai beaucoup aimé ce passage, parce que déjà c'est un journal intime, et moi aussi j'écris un journal intime, donc je suis vraiment identifiée. Et j'ai beaucoup aimé le poème de l'imam Shafi, je l'ai trouvé... En fait, il est incroyablement doux, et en même temps incroyablement fort, au sens où il nous met une claque dans la tronche en mode mais réveille-toi, en fait, tu vas mourir demain, qu'est-ce que tu as préparé? Et en même temps, c'est ça la magie de la poésie, c'est pour ça qu'Anna elle aime autant, je pense, c'est que tu peux dire des choses incroyables avec quelques mots savamment placés, tu vois. Et je trouve que ce passage, il est magnifique. Et aussi le journal, il n'y a pas que le poème de l'image Shafi'i, le journal aussi, je trouve qu'il est extrêmement lucide et c'est très beau en fait. Et puis je pense que quand on a... Voilà, moi en tout cas, j'ai beaucoup pensé à ma maman adoptive quand j'ai lu ça. Je me suis dit, ouais, ben voilà, en fait. Malheureusement, on n'est pas immortel et ça fait un petit rappel en fait, machin. Donc voilà, ça c'était le message que j'ai. Bah, merci pour vos lectures. Alhamdoulilah. Merci à toi d'avoir écrit ces mots et de pouvoir les partager. Et si je devrais pas résumer le livre, parce que ça, c'est à chaque personne de se le procurer et de le lire, sachant qu'à la fin, il y a un petit twist hein, quand même. J'étais très étonnée à la fin. Je dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bon, donc il y a quand même du suspense à la fin, il y a un petit revirement de situation. Et sinon, en fait, j'aime beaucoup le titre parce que En quête de paix, c'est ce que recherche tout être humain. Tout être humain recherche la paix du cœur. Et donc sans rentrer dans l'étymologie de l'islam, mais c'est vrai que salam, c'est la paix. Dans cette rencontre, donc le personnage principal, Olivia, va rencontrer quand même des personnes déterminantes par rapport à son parcours, ouais. Différentes personnes, différentes origines. Et ce que j'aime aussi, c'est que tout au long du livre, on passe par les émotions d'Olivia. Donc quand elle a peur d'annoncer, quand elle est en colère, par rapport au divorce de ses parents. Bon là, je spoile rien, hein, c'est écrit dans le résumé derrière. Ses parents divorcent. Aussi la curiosité, la recherche, l'enthousiasme, le soulagement, la joie. Donc voilà, on passe par vraiment pas mal d'émotions du personnage. Et aussi, ça nous parle parfaitement du parcours de, pas forcément que les convertis, toute personne qui recherche à être au plus proche d'Allah dans son cœur, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui fait que quand il y a ce changement, il y a toute l'appréhension de l'entourage, en fait, de comment je vais l'annoncer, comment ça va être perçu, qui est-ce que je vais garder dans mon entourage ou pas. Et donc, c'est ce bouleversement, un petit peu cette explosion qui arrive dans notre vie. Donc ça, je trouve, c'est très bien décrit et que c'est intéressant pour les personnes qui se cherchent, tout simplement. C'est marrant qu'on dise se chercher, et finalement, ça rejoint aussi chercher Allah. D'ailleurs, on dit celui qui se connaît son Seigneur. Ouais. Et voilà, pour mon appréciation du livre. En tout cas, j'étais ravie de le lire. Voilà. C'est vrai que je te rejoins complètement dans ce que tu as dit. C'est vraiment ça, en fait. J'avais vraiment envie de montrer l'islam de l'intérieur, comment on peut le ressentir quand on chemine vers Allah, qu'on soit converti ou pas. Parce que moi-même, voilà, j'ai vécu ça. J'ai pratiqué l'islam assez tardivement. Donc, je me suis sentie un petit peu comme voilà, une personne convertie. Et c'est vrai que je trouvais que ce cheminement était tellement beau. Et c'est difficile à retranscrire ce qu'on ressent à ce moment-là parce que on passe par plein d'émotions.
il y a un changement qui s'opère en nous, en fait. Et j'avais vraiment envie de retranscrire ça à travers ce récit et que bah, voilà, les lecteurs puissent aussi soit revivre certaines choses, soit découvrir, pour les non-musulmans notamment, ce que ça faisait en fait, voilà, d'être accroché à Allah, etc. Donc voilà, c'était vraiment mon but premier, montrer la beauté qu'il y a dans l'islam et surtout à travers les valeurs parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam, c'est avant tout des valeurs, c'est un comportement et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce point-là que j'avais envie de mettre en avant. C'est le fait qu'en dehors des règles et tout ça, des choses à faire ou pas, c'est avant tout une manière d'incarner notre religion. C'est ça qui importe. C'est de quelle manière on va. On sent Voilà. bien, à partir de l'intériorité, hein, on sent bien que tu as beaucoup insisté sur l'intériorité et c'est ce qui manque des témoignages qui vont dans l'intériorité. Moi, par rapport à mon avis, j'ai trouvé que c'était un très bel ouvrage, un très beau roman et il mêle différentes choses. Donc c'est un récit déjà qui est très concret, dans lequel tout converti, même musulman simplement, hein, je pense, peut se retrouver. Et même les autres personnages, ils sont très concrets et très quotidiens, au sens où on a l'impression de les connaître, en fait. Ils font très vrai, tu vois. Ils font pas des personnages éthérés ou très abstraits, je trouve qu'ils font très vrai. On a l'impression d'en connaître, en fait, un limite dans notre entourage, pardon. Et outre cela, je trouve qu'il y a une dimension poétique avec le passage que j'ai lu par exemple, mais aussi dans la façon dont les choses elles sont amenées subtilement, les réflexions d'Olivia, ce qu'elle écrit à son journal, la lettre de sa grand-mère, le conseil de Monsieur Abbas, la sagesse de Hatis, etc. Je trouve qu'il y a une certaine poésie. Alors c'est un roman, mais il y a une certaine poésie dans la façon dont c'est mené. En fait, c'est poésie dans le sens beauté fine, pas subtile, je trouve. Et il y a une dimension assez tragique aussi avec l'épisode de l'isolement, bon, on va pas en dire plus, mais je trouve ça bien justement qu'il y ait le contraste de ces dimensions, parce qu'en fait, il n'y a aucun parcours qui est tout rose. Il ne faut pas oublier que, voilà, c'est pas, comment dire, c'est pas, il y a des choses qu'on ne peut pas glamouriser, mais c'est normal en fait, c'est la vraie vie. Donc j'ai trouvé ça bien aussi qu'il y ait ce passage un peu trash, mais qui est simplement réel, tout simplement. Donc voilà. Merci pour ton retour. Ouais, c'est vrai que moi, le réalisme, c'est une de mes préoccupations quand j'écris. Surtout, voilà, le roman, on est dans la fiction, d'accord, mais Ouais. j'ai vraiment envie qu'on soit au plus proche de la réalité et justement qu'on puisse s'identifier aux différents personnages, à leur personnalité, etc. C'est très important en fait pour pouvoir ressentir les choses, voilà, avec authenticité. Mm. Ouais, on s'y identifie vraiment en tout cas. Moi, je me suis beaucoup identifiée. Donc, et moi, je l'avais acheté sur il y a quelques Vous jours. avez les deux versions. Mais du coup, tu m'as dit il n'est plus sur Amazon, ma soeur. Non, pas pour l'instant. Je vais le remettre là en e-book. Enfin, faut que je le, voilà, parce qu'en fait, je l'ai réédité. D'accord. Du coup, en fait, j'ai dû le retirer. Donc c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'après, on m'a demandé. Je compte le remettre, Charles. D'accord. Du coup, on va peut-être passer aux actualités, Anna. Vraiment, voilà, on sent qu'il y a eu une décision en 2020 et que tu as eu cette discipline d'écrire quand même donc 3 ouvrages ou 4, je sais plus, 4 peut-être, depuis 2020. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde. J'espère que tu en as conscience. Tu te rends compte que ça demande quand même de la discipline. Oui. Donc voilà. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose qui nous prend en fait. Beaucoup sous-estiment parfois en fait juste pour un livre, hein, juste le travail d'un livre. Il faut savoir que voilà, on se donne corps et âme, on donne une fois, c'est des heures qu'on ne compte pas. C'est avant, pendant la promotion et après. Enfin, c'est continu, hein, ça ne s'arrête pas. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Mais c'est parce que c'est une passion avant tout. Et comme il y a la passion est là, bah forcément, on ne voit pas tous les sacrifices, ou du moins on les minimise. Ouais. Ouais. Mais en tout cas. Et on va passer à l'actualité en fin d'émission, parce que là, on va bientôt finir l'émission. Donc, est-ce que, Fazia, tu as une actualité par rapport à tes livres ou peu importe, toute actualité? L'actualité, c'est que le tome 2 va bientôt sortir, Inch'Allah, j'ose espérer, parce que
ça fait quand même un moment. J'ai eu pas mal de. Enfin, je suis passée par une campagne Ulule et tout ça, donc j'ai dû Ah oui, travailler voilà, sur la sortie du livre. Et d'ici quelques semaines, Inch'Allah, il sera disponible pour tout le donc monde. on parle du Manel 2. Manel 2, oui, Manel 2. Ok. Ouais. C'est tout? Pas énorme, mais c'est tout. Oui, c'est tout. Après, j'ai pas d'actualité. Enfin, non, il n'y a rien de. Non. Là, pour l'instant, non. Ok. Tu vas sortir un livre, quoi, ça. Je Non, trouve non, que c'est déjà. par rapport du côté livresque, non. Ça a bugué un peu, non? Ouais, c'est pas moi, par contre. Ah non, là, tu nous entends? Non, Ah, j'ai une coupure parce que j'ai eu un appel, donc j'ai dû raccrocher 2 fois. Donc j'ai pas entendu. oui, donc Faisal dit, tu Oui, peux donc Faisal dit, tu veux pas J'entends pas. J'entends pas du tout. Sinon, Moi, j'entends très bien. reviens. Sinon, essaye de revenir sur le. Non, je vous entends maintenant. Ah. Tu disais? Oui, donc tu disais. Qui? C'est Kerima qui parlait. Tu as parlé, non, toi. Oui, donc je disais que hormis la sortie du tome 2, il n'y a pas d'autres sorties livresques prévues cette année en tout cas. Ok. Et toi, Kerima? Bah là, du coup, j'ai le marché créatif féminin de Bruxelles. Donc, c'est une sœur qui. C'est incroyable. J'ai découvert ça en mois de novembre. C'est une sœur à Bruxelles qui organise chaque mois avec sa maman. Elle loue un local et en fait, elle organise chaque mois un marché créatif dans lequel tout est pour exposer tout ce qu'elle pense. Et je trouve ça incroyable parce que ça permet vraiment d'avoir un lieu, une safe place un peu entre femmes. Et puis, en fait, on se donne hyper de la force et c'est vraiment bien. Donc, ça sera le samedi 15 février. Donc, n'hésitez pas à vous êtes c'est vraiment bien. Franchement, il y a plein d'artisans, il y a plein de. Vraiment, machallah. On donne beaucoup de force à ses sœurs dans ces moments-là. Et moi aussi, mais c'est pareil, toujours des péripéties. Enfin, je pense que ça fait partie du jeu et de lâcher prise. Tout ça. Ouais. Complètement. Il fait sa vie, le livre. Ouais, c'est ça. Alors, Et toi, non fin du mois, je vais passer pour la 3e fois à la radio ici, Pastel FM. Donc, ce sera une émission sur le pouvoir des mots. C'est bien. Et je suis sur d'autres projets, mais pour l'instant, c'est trop petit. Ouais, c'est trop fragile pour en dire. Trop fragile. J'attends encore que ce soit installé pour en parler, Inch'Allah. Exactement. Voilà. Oui. On va juste remercier Fazia. Et comme ça, on termine toujours avec une citation de clôture que je laisserai Kerima lire. Une citation qui est toujours en lien avec l'autrice ou le livre qu'on a lu. Et on te souhaite une très bonne continuation. Et puis, on se fera le relais aussi de la sortie de ton 2e tome, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour tout, pour vos retours. Et je vous souhaite beaucoup de réussite en tout cas. C'est réciproque. L'épisode sera en replay sur YouTube, donc accessible ad vitam aeternam en gros, pour les personnes qui voudraient le revoir. Oui, on partagera. Oui, on partagera. Et pour la petite citation de clôture, donc c'est une citation de Sofiane Méziani que j'aime énormément, si vous ne savez toujours pas. Donc, dans son livre L'homme face à la mort de Dieu, qui est un livre dans lequel il reprend il reprend la thèse nietzschéenne. Nietzsche dit que Dieu est mort. Donc, il nous dit la foi prend ainsi un tout autre sens. Elle s'apparente à une mélodie sur laquelle le croyant doit ajuster ses pas pour entrer en symbiose avec la lumière intérieure qui l'anime. Franchement, si c'était pas exactement pareil avec ton livre, je sais pas ce qu'on aurait pu mettre. Donc voilà. Beaucoup. Merci aux auditeurs aussi de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous procurer le livre. Et voilà. Et aussi de toutes les autrices qui sont passées avant. C'est important, en fait, on présente les autrices, bien sûr, pour donner de la visibilité, mais aussi pour qu'on puisse économiquement s'encourager. Bien sûr. Inch'Allah. C'est une belle intention. En tout cas. Barakallahu fikum. Inch'Allah. On se revoit le mois prochain pour l'épisode 28 de À livre ouvert. Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam alaikum.